Merci infiniment, professeur. Nous avons la condition d'existence d'une confiance entre le monde de la recherche et la société. Que sans l'éthique, on ne peut pas faire confiance à la recherche. On sait que parfois, vous l'avez dit, pour les médicaments, quand il y a des conflits d'intérêts, vous utilisez un médicament, au bout d'un moment, on vous dit il faut l'arrêter, on le retire parce qu'on se rend compte que finalement, ce médicament ne répond pas aux attentes et que sa mise sur le marché ne s'est pas faite de la manière dont elle devait se faire. De la même manière, la puissance de l'éthique est apparue dans les relations avec le droit et là aussi avec tout ce qui peut la rendre fragile, tout ce qui peut rendre fragile l'éthique. Et même lorsque l'on dit que l'éthique, que le droit positif doit intégrer l'éthique, on se demande si cette intégration peut se faire en respectant l'intégrité de l'éthique. Est-ce que l'éthique n'aurait pas à ce moment-là tendance à se ramener vers le droit positif? Ça aussi, c'est une question que l'on pourrait poser, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense, avec votre permission, Président, on pourrait donner la parole à la salle. Mais j'aimerais profiter de ma position pour poser une question. On a l'impression, à la suite, peut-être moins avec la dernière présentation qu'avec les deux précédentes, que l'on n'attend pas des institutions la protection de l'éthique. Que l'éthique, il est vrai, en amont, est une affaire personnelle, mais que tout ce qui menace l'éthique, les forces dont vous avez parlé, professeur, dont vous avez parlé tout à l'heure, les forces de fragmentation, tu nous as appelé chacun à continuer à se battre et à essayer de continuer à faire Ubuntu, à faire humanité ensemble, mais de manière individuelle. Et avec professeur Antotaldia également, on a l'impression que des individus peuvent continuer tranquillement à faire leur manipulation, à faire des expériences qui n'ont rien d'éthique. Et là aussi, quelle est la possibilité des institutions de protéger les choses? Est-ce que l'éthique est une affaire personnelle? Sa protection est également une affaire personnelle. Et dans ce cas, est-ce qu'il est vraiment possible de préserver l'éthique de nos jours? Monsieur le Président, moi je suis de la section sciences agricoles. J'ai pris depuis longtemps conscience du fait que nous mangeons pour accélérer notre rappel à Dieu. Et le problème de notre humanité, je l'ai dit récemment dans une tribune, ce n'est pas de nourrir le monde, mais plutôt et surtout de nourrir le monde sans le détruire. Ce qui m'avait conduit à lancer le concept de nouvelle civilisation agricole que je définissais comme une synthèse intelligente de 3 dimensions, une dimension socio-économique, une dimension environnementale et une dimension de santé publique. Pourquoi alors dis-je que nous accélérons notre rappel à Dieu? Nous savons que grâce à la science, on a mobilisé beaucoup de connaissances, beaucoup de technologies. Et nous avons pu construire des systèmes agroalimentaires. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces systèmes sont générateurs d'externalités négatives graves. Bon, on parle de, Anta pourra en parler, de propagation de maladies d'origine alimentaire, obésité, machin, etc. Les pertes de biodiversité, la dégradation des ressources naturelles et même l'accélération des changements climatiques. Donc voilà ce que ce capital de connaissances et de technologies a créé. Donc
il nous faut, je crois, en ce qui concerne particulièrement la recherche agricole, lui faire subir véritablement une métamorphose. Pourquoi faire? Pour en faire un ensemble de pratiques scientifiques guidées par l'éthique. C'est précisément ça qui fera qu'on va manger pour vivre au lieu de manger pour accélérer notre appel à Dieu. En agissant ainsi, certainement que nous convoquons l'agroécologie, nous convoquons ce que nous appelons de plus en plus l'humanité rurale. Nous convoquons l'intensification durable de la production, nous convoquons un code de bonne conduite agricole mondiale. C'est un peu ce que vous dites à travers le climat. Ça ne peut pas marcher tout simplement parce qu'il n'y a pas de code de bonne conduite au niveau mondial. Et enfin, nous pourrons aussi parler d'agriculture biologique, etc. Puisque, comme l'a dit le président, cette conférence est une introduction pour le travail que va piloter ma sœur Ramatoulaye. Donc, je vais m'en tenir là en disant, ouf, à chaque fois que je mange, j'ai peur. Et j'ai davantage peur aujourd'hui. Je crois que Guiro, il pourra entrer dans les détails pour dire combien de ceci il faut pour éviter ceci ou cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais aussi féliciter chaleureusement nos panélistes. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Parmi les 3 panélistes, aucun d'entre eux n'a cité un sage africain. Il ne parlait que de, je ne sais pas, terrain de jardin, de cela, mais je n'en revenais pas. Je dis, mais nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique, et on nous parle de Kant, de machin, etc. Alors que quand même, l'éthique est profondément ancrée dans nos sociétés africaines, avec nos sagesses africaines. Et je vais rappeler quelques définitions, justement, à partir de nos sociétés africaines. L'éthique, c'est d'abord la vérité. La vérité. Ensuite, c'est la générosité, c'est l'empathie, c'est la responsabilité, c'est la probité, c'est le respect vis-à-vis des autres et la reconnaissance de la sacralité de l'humain. Voilà ce que c'est que l'éthique, la noblesse. Donc ça on n'a pas besoin d'aller chercher Kant ou bien d'aller chercher Rabelais pour rappeler ça dans nos sociétés africaines. C'est ça qui me chagrine tout le temps. Ensuite, quand on regarde l'éthique, pour ce qui concerne justement la recherche, la science, l'innovation, quelles sont les relations? Il y a une sagesse africaine qui dit que c'est très bien de connaître le cheval, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique, machin, mathématique, tout ce qui est physique. C'est très bien de connaître les plantes, tout ce qui concerne la santé pour ne pas manger, pour accélérer par exemple sa mort. C'est ça. Tout ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui nous entoure, mais que tout ça c'est très bien, mais qu'avant tout, il faut se connaître soi-même. Et dans cette éthique, dans cette assertion africaine, on a en même temps là-dedans, connais-toi toi-même et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les gens disent Rabelais, les gens disent Socrate, etc. Moi j'ai dit, mais on a parlé de ça dans nos sociétés africaines depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Donc il faut que nous apprenions à faire référence à nos sagesses traditionnelles. Ça c'est très important. Et pour cela, je pense qu'il faut revenir aussi à nos concepts africains de l'éthique. Pour la transmission, le professeur Bachir en a parlé, la transmission intergénérationnelle. Il nous a donné en cette veille de Mauloud l'anecdote sur Ali, du Moyen-Âge. Ça date des années peut-être 800 et quelques, bien 900, tu vois. En tout cas, au Mauloud là-bas, ils vont en parler beaucoup. Le prophète a dit, etc., tel prophète. Donc c'est ça. Les Sénégalais aiment ça, hein, ils sont très contents, ils écoutent ces anecdotes. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais seulement je le rappelle. Je rappelle que pour ce qui concerne la transmission intergénérationnelle aussi, on n'a pas besoin d'aller chercher Ali. Hein. On a dans nos sociétés traditionnelles africaines, il y a les classes d'âge, il y a le passage d'une classe d'âge à une autre.
Et ça, tout le monde le sait, comment ça se passe. Mais malheureusement, les gens ont oublié tout ça. Hein? Les classes d'âge, c'est devenu maintenant des petits-enfants qui ont 2 ans, 3 ans, qui ne comprennent même pas pourquoi on est en train de les maltraiter. Donc, il faut que les choses soient claires et que nous retournons un peu aussi à nos valeurs traditionnelles qui sont des valeurs de haute qualité. De haute qualité. Et qui permettent justement de répondre à beaucoup de questions. En tout cas, qui permettent de répondre à beaucoup de questions actuelles. Maintenant, pour ne pas prendre trop de temps, je passe à la question de l'éthique en recherche et innovation. J'ai beaucoup apprécié, comme je l'ai dit, tous vos 3 interventions. Mais là, pour ce qui concerne la médecine, Anta a abordé un peu la question, c'est la question du clonage. La question des OGM. L'Académie, d'ailleurs, a fait une étude sur les OGM, qui pour certains étaient controversée, qui pour certains étaient autre chose. Mais ça, c'est des questions importantes. Et ce sont des questions importantes d'éthique. Et on ne sait pas. Ok, d'accord, merci. Ils entendent maintenant? Voilà, et puis il y a autre chose aussi sur ces questions de recherche et d'innovation. Mais il y a les recherches biologiques, les armes de destruction massive, les armes biologiques, les armes atomiques, nucléaires, hein, les armes, les laboratoires secrets, les P4. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que le virus de Covid-19 est sorti des laboratoires. Bon, il y a certains qui le disent, il y a certains qui disent non, que ce n'est pas vrai. Mais ce qu'on sait, le virus de Ebola est sorti des laboratoires. Ça, tout le monde le sait, ainsi que le virus du sida. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut aborder. Et surtout, dans nos sociétés, on sait aussi ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il faut penser à ces problèmes-là. Et vous avez parlé de comité d'éthique national, mais je n'ai pas entendu parler de comité d'éthique national sur la gouvernance socio-économique, sur la probité. Nos sociétés sont gangrénées complètement par la corruption, par la concision. Donc, est-ce que, dans ce cas-là, l'éthique, et je reviens à mon ami Lee, est-ce que l'éthique ne doit pas être reliée au droit au lieu que l'éthique soit séparée du droit? D'ailleurs, là aussi, je reviens aux sociétés traditionnelles africaines où l'éthique n'est pas séparée du droit. Dans nos sociétés traditionnelles, l'éthique, le bois sacré est là. Et dans d'autres sociétés, il y a le commun, etc. Si quelqu'un a un comportement éthique inadéquat, il est sanctionné. Il est sanctionné immédiatement. Donc, dans nos sociétés traditionnelles africaines, l'éthique était reliée au droit, ce n'était pas séparé. Ce n'était pas séparé parce que, comme je l'ai dit, c'est des questions de vérité, des questions d'empathie, les questions de générosité, les questions de responsabilité, les questions de respect vis-à-vis des autres. Vraiment, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié toutes vos interventions, mais il faut toujours se poser la question. De quelle société on parle? De quelle approche on est en train de faire? Hein? Une approche des sociétés, des livres de droit, des livres de philosophie, des sociétés qui nous sont complètement lointaines et qui sont complètement détraquées maintenant. Heureusement que nous, on échappe encore à ça. Si on continue d'aller uniquement vers ces sociétés, on va subir le même sort. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier d'abord. Vous avez fixé cette date depuis notre journée de l'excellence. Moi, je suis revenu de Sédhiou à cause de ça. Mais surtout pour rencontrer le professeur Souleymane Bachir Diagne. Un des panélistes annoncé, je ne sais pas, en tout cas par rapport à la diversité des panélistes, des participants, et au nombre, autant en ligne qu'en présentiel, je me demande pour qui ils sont venus. Est-ce que c'est pour tous les 3 panélistes en même temps ou pour le professeur Souleymane Bachir Diagne? En tout cas, je vois beaucoup de philosophes que je ne vois pas habituellement. Le sociologue, lui, il est toujours là. En tout cas, je voudrais vraiment féliciter l'Académie d'abord pour ce genre d'initiative, s'ouvrir à la société d'une manière générale, et surtout à des thèmes qui suscitent des débats. Moi, je me rends compte, en tout cas moi, de plus en plus, je rentre de ces
rencontre très bien, j'écoute très bien les conférenciers, mais je ne trouve pas de réponse à nos questions. C'est ça ma préoccupation. Quand Souleymane parle, je suis émerveillé par tout ce qu'il dit, mais il ne pose que des interrogations. Alors donc, moi qui suis profane, qui ne suis pas philosophe, et qui reste encore, heureusement, moi je reste encore dans la tradition africaine, je me bats encore pour cette transmission intellectuelle. À la limite, je ne suis même pas dans les réseaux sociaux, heureusement, parce qu'ils sont asociaux. Donc, vraiment, je vous félicite tous, les panélistes, c'est pour l'entrée en matière, hein, mais je vais m'en arrêter là, d'ailleurs. C'est pour me féliciter surtout. Félicitations. C'est moi qui soulève la tête ou pivocher la tête pour apprécier votre contribution. Merci à Ibrahima, mais surtout merci à mon ami, mon frère, Souleymane. On voudrait te voir plus souvent. Merci. Le plaisir que j'ai d'être ici. Moi aussi, j'ai fait des kilomètres pour assister à cette rencontre qui pour moi est très importante. Et féliciter les conférenciers Souleymane, Ibrahima et Anta, donc, qui ont abordé des questions très importantes, et féliciter la présidente de notre commission d'éthique, donc Ramatoulaye, donc pour cette entrée en matière, je pense qui est très bien. Et je pense qu'il rehausse aussi l'académie, quand on voit la présence ici, et également tous ceux qui sont à ligne. Donc je pense qu'il y a un intérêt très fort pour cette problématique concernant l'éthique. L'éthique, on peut dire, si on voit la marche du monde aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une crise de l'éthique au niveau du monde, quand on voit comment les choses se passent aujourd'hui. C'est un élément de fou, comment tout ceci peut se faire, que ce soit ce qui se passe en Palestine, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur la faim. On se dit quand même il y a des valeurs qui aujourd'hui sont perdues. En même temps, on n'a jamais eu autant besoin d'éthique, je veux dire, pour arriver à réguler ce monde et réguler aussi notre société telle qu'elle fonctionne donc aujourd'hui. Je pense que ça a été dit, l'éthique aussi doit être ancrée dans nos valeurs culturelles positives, pas toutes nos valeurs, parce qu'il y en a certaines, bon, je ne pense pas que ce soit même des valeurs, mais nos valeurs culturelles positives. Parce qu'il y a également un débat, je pense, sur l'éthique et sur les valeurs entre ce qui se passe dans nos pays et dans d'autres sociétés. Ce débat est important. Mais je voudrais peut-être m'interroger sur une chose. Cette question est tellement importante qu'on se demande pourquoi dans nos universités, on ne prend pas en compte cette dimension. L'éthique, je crois que nous en parlons la plupart du temps dans le domaine de la faculté des sciences et autres, à partir du moment où les étudiants commencent à faire des protocoles de recherche, à partir du niveau master, peut-être, ou bien quand ils font des thèses, qu'ils ont des protocoles. Or, je pense que dès la première année, toutes ces valeurs éthiques, mais on peut les enseigner. Et je crois que cela ne dépend que de nous, en tant qu'enseignants. Parce qu'avec la réforme LMD, nous pouvons avoir des unités d'enseignement transversales, nous enseignons le leadership, nous enseignons le management, nous enseignons l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui nous empêche, dans nos yeux, véritablement d'introduire ce type d'enseignement dès la première année? Parce que ceux que nous formons vont demain diriger donc, le pays. Donc ça, je pense que c'est des choses que nous-mêmes, nous pouvons véritablement mettre en œuvre, même à la rentrée prochaine, si les enseignants donc, le décident. Ça nous interroge également sur l'éducation civique au niveau de l'école. Je pense qu'il y a certaines valeurs, et l'éthique également, je pense que dans le domaine de l'éducation physique, de l'éducation civique, je pense que nous pouvons insister au niveau du ministère de l'Éducation nationale que cette éducation puisse véritablement continuer, ou qu'on puisse aussi mettre des points importants donc, pour les élèves et les étudiants donc, concernant ces différents points. Ce sont les propositions que je voudrais faire, parce que je pense que c'est une question qui est très importante, mais nous pouvons apporter notre petite contribution justement pour que toutes ces valeurs, véritablement, les universités d'ailleurs ont des valeurs.
venez à l'université, on ouvre les valeurs de l'université. Il n'y a aucun étudiant qui connaît les valeurs de l'université. Ils commencent les cours, on ne parle pas des valeurs de l'université. Et je pense qu'on pourrait aussi commencer donc, par ancrer un certain nombre de valeurs éthiques au niveau de nos apprenants. Et plus tard, ça pourra forger également leur conscience dans l'avenir. Merci. Remercier vous-même et le professeur Sow pour avoir eu l'idée généreuse de penser à un thème aussi fédérateur. Ça se voit d'ailleurs, vu le nombre de collègues qui sont présents, sans compter ceux qui sont en ligne. Un thème fédérateur, un thème également toujours actuel et qui est également le fondement de toute société humaine. Je félicite également nos 3 camarades qui ont fait des présentations de qualité. C'est vrai, nous avons, je ne vais pas m'y attendre, nous avons une éthique quand même au niveau de nos sociétés, de tout temps, tant et si bien qu'on n'écrivait pas, c'était la parole donnée. Ça suffisait largement. Il n'y avait pas de signature, il n'y avait rien. Malheureusement, tout ça a disparu. Alors, j'ai retenu de la présentation, l'excellente présentation du professeur Diagne, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que la déshumanisation ou l'inhumanité est quelque chose qui est devenu exponentiel avec le progrès des connaissances scientifiques et techniques. C'est ainsi que l'on voit actuellement un perfectionnement des moyens et méthodes de destruction massive. Les bombes sont devenues redoutables. Et pour bombarder, on n'a même pas besoin de se déplacer. Sur place, il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire sauter des installations ou des villes qui sont à des centaines de milliers de kilomètres. Et sans compter également l'expansion des épidémies. Épidémies vis-à-vis desquelles on reste presque insensible, puisqu'on demande beaucoup d'argent pour se faire soigner. Il y a également vraiment les décès innombrables dans le désert, dans les océans. Tout ça, c'est devenu presque naturel pour nous. On ne s'émeut même pas de ça. Donc, on a vraiment perdu notre âme. Et cela, je pense que c'est dû simplement au fait qu'il y a, entre guillemets, une espèce de déliquescence de la transmission de l'éthique. Nous devons donc réfléchir sur ce phénomène-là. Alors, concernant l'éthique de la recherche, je vais vous soumettre un problème. Il y a longtemps, j'étais jeune assistant de chirurgie. On a reçu à la garde un patient qui a ses croyances. Un patient qui était victime d'un accident de la circulation et qui présentait un hémopéritoine de grande abondance, c'est-à-dire il saignait dans son abdomen, dans son ventre, à la suite d'un éclatement de rate, donc une rupture traumatique de rate. C'était une urgence chirurgicale. Il fallait l'opérer. Ou alors, c'est la mort. Mais sa croyance ou sa religion l'interdisait de se faire transfuser. Alors je vous soumets vos solutions. Nous, on a pris nos responsabilités. Moi, en tant qu'assistant, j'ai pris mes responsabilités. C'est dire que c'est très complexe, le problème de l'éthique en médecine. Pour notre ami, le professeur Lee,
j'aurais bien voulu, bien sûr, que vous fassiez un peu allusion, ça c'est un problème de droit, à l'éthique et l'économie. A-t-on le droit d'arrêter la vie de quelqu'un pour des raisons purement économiques? Problème de rentabilité. Merci. Ok, merci beaucoup pour tous les exposés de cet après-midi. En fait, bon, je suis d'accord parfaitement avec Mme Anta Talibia qui a parlé de falsification de data. Et je l'appuie. En fait, dans la recherche en sciences sociales, par exemple, nous recrutons des enquêteurs pour effectuer des enquêtes sur le terrain. Mais certains d'entre eux peuvent remplir les questionnaires sans se déplacer. De ce fait, on doit toujours avoir des méthodes pour vérifier, mais malheureusement, cela rallonge le délai de publication des rapports. D'autre part, compte tenu du caractère humain de ces enquêtes socio-économiques, une fois les données collectées, analysées, il faut discuter des résultats de la recherche avec les communautés, dans les villages même, avant la publication. Et ça, en fait, non seulement ça renforce les éléments éthiques, mais ça nous renforce nous-mêmes en tant que chercheurs. Parce que les villageois nous prennent comme c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on les considère de façon horizontale. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend que sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndoye. La parole est à M. Sissoko. Pardon, Sissoko. Oui, merci beaucoup, merci. Je voudrais tout simplement, j'appelle de Paris, je voudrais tout simplement féliciter le professeur Ramatoulaye Diagne qui termine en disant ceci. L'éthique comme ciment, moi je poursuivrai en disant que l'éthique serait comme cette fondation sur laquelle l'humanité va se poser pour avoir une vision prospective. Et le professeur Souleymane Bachir Diagne disait tantôt une chose extrêmement importante, éduquer, c'est tout simplement éduquer ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore. Il me semble extrêmement important dans nos pays africains. Et M. Vallée disait que vous n'avez pas pointé le patrimoine africain, mais en parlant de tribus, puisque moi, effectivement, je ne connaissais pas effectivement la notion de, comment dire encore, de morale close, qui est tributaire ou qui appartient au monde des tribus, mais les tribus en général, quand on parle en sociologie, on parle souvent des pays africains, etc. Et on n'est pas obligé à chaque fois aussi de se référer à notre patrimoine, puisqu'effectivement, nous sommes des gens de l'universel, nous travaillons le monde, nous sommes présents au monde, donc nous pouvons avoir d'autres références et chacun fera sa moisson. Donc il me semble important, et ça a été bien dit à chaque fois, des citations qui en disent long. Science sans conscience n'est que de l'art. La théorie du regard chez Lévinas, la théorie de l'individu et de la société, tous ces moments-là sont extrêmement importants pour expliquer ce qu'est l'éthique. L'éthique, c'est tout simplement cette chose qui va me permettre d'être ici, mais de penser la totalité. De penser la totalité. Et ce sont, sans galvauder les pensées de mon professeur, le professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est tout simplement penser cet universel sans effectivement discriminer ou bien opprimer l'individu, comme ça se passe maintenant avec les puissances. Aux États-Unis, on parle effectivement du racisme écologique. Ce sont des termes nouveaux qui existent maintenant parce que les puissants vont chercher les pauvres pour aller y déposer toutes les poubelles chimiques. Mais pourquoi ne le font-ils pas chez eux? Donc ils ne se regardent pas, ils ne font que projeter sur l'autre. Et ça me semble extrêmement dangereux. Les ateliers que vous avez fait, ce que vous avez proposé, et il y a du très beau monde et je m'en félicite, doit se poursuivre tout le temps. Moi je suis animateur de Café Philo à travers le monde. Ce que nous faisons avec la philosophie, c'est la démocratiser, sans la galvaniser.
sans la tourner, sans lui enlever sa substance. Proposer des ateliers de réflexion dans nos pays qui, en général, sont très soumis aux traditions figées. Et je le dis vraiment, ça va déranger beaucoup, mais tant pis, les penseurs pensent effectivement à la vérité. Nous sommes dans des sociétés figées. Vous allez voir le meilleur intellectuel, mais il va être borné à la tradition. Mais la tradition, et moi j'ai créé un concept, le concept de l'entonnoir. Dans la tradition, qu'est-ce qu'on doit prendre? Doit-on tout prendre ou doit-on sélectionner l'essentiel? Il faut qu'on y pense et il faut qu'on introduise effectivement la pensée critique dans nos pays. Il faut qu'on le fasse. Quelqu'un a parlé effectivement de l'économie, de nos sociétés où il y a la corruption. Oui, mais tout ce que nos panélistes ont dit, ce sont des choses qu'on va utiliser tout simplement pour explorer, pour penser effectivement notre présent. Ce sont des outils qu'ils nous donnent tout simplement pour penser notre présent. Et nous en avons besoin. Il faudrait qu'on apprenne effectivement l'autocritique pour avancer. La critique n'est pas destructrice, elle est annonciatrice d'un avenir. Et ça, c'est extrêmement important. Et je le dis aussi pour nos enfants qui sont très jeunes, qui sont englués avec les écrans. Il faut qu'ils lèvent les yeux pour apprendre effectivement, comme dans la tradition, où effectivement il y avait des échanges, l'arbre à palabre, les veillées, les contes. Le professeur Mamoussé Diagne, dans son travail sur l'oralité, nous explique très bien la puissance effectivement du verbe et du savoir qui sont contenus dans ces patrimoines-là. Voilà ce que je voulais rapidement dire, tout simplement, que l'Afrique est-elle prête effectivement est-elle prête à, comment dire encore, à vivre l'éthique, parce que tout simplement, bien souvent, elle veut rester dans le conformisme et la fixation, même quand elle voit que l'avenir est obligatoire, que nous sommes en mouvement, et que ce mouvement-là, il faut s'y intégrer sans s'aliéner. Et ça me semble important que l'approche critique soit omniprésente dans nos sociétés traditionnelles africaines, pour revisiter et mieux avancer. Il faudrait qu'on se donne la parole, il faut qu'on se parle sans se juger, mais tout simplement dans l'intention d'avancer. Et c'est en cela que je vous remercie beaucoup depuis Paris. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame la professeur Abdoulaye Diagne. Bonjour à tout le monde. Alors, je vous commencerai par vous remercier, ma chère sœur. C'est vraiment magnifique cette initiative. Et nous avons aussi eu un très grand plaisir à écouter les communications, notamment celle du professeur, ou de la professeure, comme le disait notre Anne, du professeur Souleymane Bachelet Diagne, du professeur Ibrahim Badi, dont je suis l'élève. Alors, donc, après ces remerciements, je vais rapidement revenir sur un constat global. On en a parlé de toute façon, tout à l'heure, les intervenants ont bien parlé de la question de l'agriculture, de ce que nous mangeons. Sur le plan sanitaire aussi, nous avons parlé des problèmes que nous avons par rapport à la recherche qui fait des substances qui sont nocives, non seulement à l'environnement, mais à l'humain. Et d'autres questions, notamment les arbres, la problématique cruciale du changement climatique, etc. Donc, tout un tas de choses qui montrent cette crise de l'éthique. Cette crise de l'éthique qui est qu'on ne peut pas, non seulement qu'on ne peut pas nier, mais à laquelle on ne peut pas trouver tout de suite une solution. Dans la mesure où la différence, je ne vais pas revenir sur les définitions, le professeur dit en a déjà parlé. Donc la différence principale entre l'éthique et le droit, c'est notamment la sanction, l'existence de sanctions, qui différencie également le droit de la règle du droit de toutes les autres droits dans la société. Et qui pose un problème aujourd'hui majeur.
quand on constate ce qui se passe avec les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, de l'IA, nous sommes complètement engloutis par la création de nouvelles valeurs, et dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, je crois que je vais demander au professeur Lee de me passer son idée de code d'éthique, et que je vais compléter par des chartes. Il nous faut aujourd'hui des chartes dans tous les domaines sensibles. C'est vrai que la création de ces chartes va avoir un cheminement avec la règle de droit et, en définitive, peut créer d'autres règles qui vont aboutir à des coutumes. La coutume va s'installer avec non seulement la conscience, l'élément psychologique, la conscience que c'est une règle de droit que nous appliquons, mais aussi la répétition qui est l'élément matériel de la coutume. Et peut-être même un jour une codification de toutes ces coutumes-là qui va être bénéfique pour l'humanité. Donc, cette question, donc, sur la question des traditions, et sur cette question, je m'en vais juste donner un seul exemple. Quand on est élevé, est-ce qu'on a des problèmes de comment on va nous regarder? Parce que les gens ne nous regardent pas, en fait. La société cette société urbaine étant différente du village. Par contre, quand on est au village, on a toujours des problèmes. Qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais... Donc, cette sanction sociale n'existe plus pratiquement dans certaines zones. Et ça, c'est ça qui va rendre exponentielle cette crise de l'éthique. Maintenant, pour l'autre question sur les traditions, je crois que c'est important aujourd'hui de revoir avec des professeurs comme le professeur Yurissal, qui a fait beaucoup de travaux sur la révolution du Fouta avec Souleymane Ba, et qui est revenu sur notamment les questions de chartes de gouvernance. D'autres chartes aussi relatives à l'éthique peuvent avoir trouvé leur source dans ces traditions africaines qui sont vraiment importantes à mon avis. Alors, rapidement, pour terminer. Oui, quelques secondes. On reste 5 intervenants encore. Oui, pour terminer, j'avais une question que j'avais notée. J'ai déjà parlé de... Je crois que je vais m'en arrêter là. Oui, alors on va devoir... Merci beaucoup. Félicitations à tous les intervenants que j'ai écoutés avec énormément de plaisir, comme d'habitude. J'aime bien les écouter et apprendre d'eux. En particulier en le singularisant à dessein, mon ami et frère Souleymane Bassiriane, dont Arnaud me dit que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé à trois du fait de ce que tu sais. Mais ce que tu sais est tellement, disons, difficile à dire. C'est un ami commun, c'est un frère qui nous a quittés à des moments où vraiment on jouissait beaucoup ensemble de la vie. C'était juste une parenthèse, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais donc vous féliciter tous et toutes et dire simplement qu'il m'a manqué quelque chose dans vos contributions respectives qui n'enlève en rien la valeur de ce que vous avez dit et duquel j'ai beaucoup appris. C'est l'analyse de la situation du système économique dominant qui empêche dans tous les cas de figure l'émergence d'une éthique et en tout cas la pratique de celle-ci. J'aurais pu citer, comme tu le sais, Souleymane, Goethe, qui ayant beaucoup appris chez Spinoza, a promu l'idée d'éthique en partant de la réalisation de soi, de la réalisation de l'autre, et en même temps de l'harmonie avec la nature, ou alors le citer dans son Faust, dans lequel Faust, il dit que c'est l'amour de soi qu'il faut cultiver pour cultiver l'amour de l'autre. Évidemment, quand je dis ça, je ramène mon propos à ce qui nous est le plus immédiatement accessible. C'est Gramsci, c'est Stéphane Hessel, et surtout Stéphane Hessel dans son livre « Indignez-vous ».
si nous ne nous indignons pas par rapport au système économique dominant pour pouvoir agir contre ce système, il est illusoire de pouvoir parler d'une société dans laquelle l'homme serait capable de pratiquer ce qu'on a appelé tout à l'heure l'éthique. Je donne l'exemple, quand Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933, la première chose qu'il a faite, c'est de se faire envoyer les résultats de Tuskegee aux États-Unis sur les expériences qui ont été faites sur les Noirs. Il a prolongé cela avec Eugen Fischer en Afrique du Sud et ce qu'on a appelé l'eugénisme, les expériences médicales qui ont été faites sur les Africains, non seulement en Afrique, mais également dans les camps de concentration où on a trouvé des Africains et des Africains américains sur lesquels on a fait des expérimentations médicales. Donc c'était le résultat d'un système de domination, comme on le voit aujourd'hui à Gaza, avec le génocide qui est en train de se perpétuer et contre lequel il n'y a pas beaucoup de voix pour se lever et s'indigner, comme Stéphane Hessel l'a dit, parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est installée pour qu'on arrête ce massacre, alors que ceux qui l'ont perpétré et qui ont connu, disons, l'installation de leur territoire après 1945, plus précisément 1948, Israël, a quand même vécu le génocide sur lequel on a tellement écrit, tellement ergoté, tellement fait de films qu'on en oublie qu'ils sont en ce moment en retour capables des mêmes atrocités, peut-être pas à la même échelle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans ce système-là, il y a quelque chose qu'il faut bien voir pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu ça que je voulais te dire, Souleymane Bachir, par rapport à ton exposé, qui rejoint également ce que je vais dire par rapport à la santé. Très rapidement. J'ai un ami scientifique, mathématicien de très haut niveau, qui a été frappé par la maladie de Charcot et qui décide à un moment donné de mettre fin à sa vie de manière volontaire. Alors, l'éthique là-dedans du médecin par rapport au patient, qui de toute façon a le droit de dire je mets fin à ma vie, mais je mets fin à ma vie à ma façon. Et que le médecin, ne pouvant pas lui interdire de le faire, l'accompagne quand même plus ou moins. Là, je crois que c'est une question qui n'est pas encore réglée d'ailleurs de manière définitive partout, mais qu'on peut retrouver. Pour mon ami Ibrahima de droit, je rappelle que entre le principe que tu as édicté, c'est-à-dire que le droit, comment tu l'as dit encore, le droit, disons, appliquer le droit, disons, le rapport entre l'éthique et le droit. Pendant le vichisme, sous Pétain, il y a eu des lois qui ont été votées, rétroactives, pour pouvoir condamner et exécuter des résistants, parce que justement, ça ne convenait pas au système économique dominant et politique, bien entendu. Je dis que quel est le rapport, en ce moment-là, entre celui qui a le droit de dire « je me refuse à cela » et celui qui dit que « je me plie à cette volonté politique » parce que justement, c'est une question de système. En d'autres termes, et je résume par là, tant qu'on n'aura pas mis à l'index, analysé profondément les ressorts des systèmes de domination du monde, on ne pourra pas parler d'éthique, parce que l'éducation qui doit passer par là, pour que l'éthique puisse être pratiquée, cette éducation-là sera faussée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. La parole est à l'opération. Ce sujet, à mon avis, est un point extrêmement important qui constitue un lien fondamental entre les sciences. Et c'est important pour une Académie nationale des sciences, l'éthique. C'est vraiment un lien, un facteur d'interdépendance entre les sciences. Et je voulais, à ce propos, voilà, je voulais à ce propos, ça va, soulever le problème des techniques de procréation qu'offre la science par rapport à l'éthique. Les fécondations in vitro, on est porté par des mères porteuses ou même par la machine. Après, on vous
vous êtes adopté par deux personnes de même sexe, ou alors deux parents avec lesquels vous n'avez aucun lien de sang. Est-ce qu'il n'y a pas ici une violation des droits de l'enfant, mais aussi même une violation des droits de l'homme? À mon avis, il y en a. Parce que c'est une naissance atypique. On vous fait évoluer, vous vivez votre vie entre deux personnes de même sexe avec des choix de vie controversés, ou bien avec des parents avec lesquels vous n'avez aucun lien de sang. Vous ne pensez pas que cet adulte, que cette personne-là, quand il sera adulte conscient, est-ce qu'il ne vivra pas des perturbations ou des ambiguïtés d'ordre mental par rapport aux normes? Parce qu'il a été conçu de façon hors norme et on lui a imposé une vie hors norme par rapport aux valeurs, surtout pour nos sociétés, nous Africains, où la naissance, la grandeur, la naissance, les liens de sang, on est fier d'être descendant de tel ou tel roi, etc. Vous êtes une technique créée. Et est-ce que, en fait, la science ne doit pas se pencher? En tout cas, les Occidentaux ont commencé à réfléchir sur ces questions. Or, la philosophie dénonce, la science fait ce qu'elle veut, tant que les connaissances le permettent, mais les sciences sociales dénoncent et le droit régule. C'est pourquoi je crois que ce sujet-là est très profond et il faudra que nous anticipions au sein de la section sciences sociales et humaines et au comité d'éthique une réflexion par rapport à nos sociétés. Parce que c'est une problématique futuriste. Hein? Actuellement, c'est l'Occident, mais ça va venir ici. Hein? Donc, il va falloir que dans le programme scientifique des sciences sociales, du comité d'éthique et même de la nouvelle section, Arts, Lettres, Culture, qu'on puisse d'ores et déjà nous pencher sur cette problématique futuriste. À mon avis, c'est très important. Je vous remercie. Merci infiniment. La parole est à Anne Sall. Vous m'avez mis dans une position où je vais être obligé de pratiquer l'autocensure. Parce que, comme on dit en Wolof, je vais me limiter à d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette rencontre. Même si Balla pense que je fais partie des meubles, je ne viens pas souvent aux réunions de l'Académie. Et n'eût été l'invitation personnelle qui m'a été adressée par Roché, je ne suis pas sûr que je serai aujourd'hui le vôtre. Même si, bien évidemment, je ne regrette rien, je ne regrette pas un seul instant d'avoir annulé d'autres activités pour être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais donc vous remercier de m'avoir non seulement invité, mais je voudrais vous féliciter surtout d'avoir choisi une thématique dont on ne peut plus douter, ni de l'importance, ni de la portée stratégique, ni de la complexité. Après avoir entendu les exposés magistraux qui ont été faits par nos collègues et amis Bachir Diagne, professeur Lee et puis professeur Dia. Je crois que le caractère important de cette problématique est tel que, sans vouloir se payer de mots, les sociologues n'auraient pas hésité à dire que l'éthique relève du fait social total. Ce n'est pas simplement une question individuelle, c'est une question qui engage des institutions. Car il n'est pas d'éthique sans institution pour en assurer une traduction opérationnelle, pour garantir les écarts, pour prévenir plutôt les écarts éventuels de cette éthique. C'est un fait social total également, parce qu'il n'engage pas simplement le présent, il engage aussi l'avenir, et ce n'est pas un hasard si Suleiman parlait avec juste raison de l'éthique du futur. Il se pose toujours la question de savoir, lorsque l'on veut transmettre, qu'est-ce que l'on transmet? Comment opère-t-on un tri et comment décide-t-on de ce que l'on va transférer? Mais c'est une question sur laquelle je reviendrai. Mais je crois que vous devez être également félicité pour le choix des panélistes, Madame la modératrice, parce que chacun des intervenants ici est un orfèvre dans le domaine qui est le sien. Et je crois que les diverses interventions
ont permis de libérer en quelque sorte cette notion d'éthique de la gangue et de l'opacité qui l'entoure habituellement et qui fait que tout le monde croit savoir de quoi il s'agit, alors qu'en réalité, plus on avance en essayant de déconstruire cette notion, plus on se rend compte du fait qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore. Et s'il y a une recommandation que personnellement je soutiendrai sans réserve, ce serait celle qui consisterait à dire il faut consacrer d'autres sessions à cette question d'éthique et il faut, comme aujourd'hui sans doute, que la parole soit donnée d'abord aux philosophes acquis que je suis, à l'idée qui est celle d'un scientifique, selon laquelle toute société qui n'est pas éclairée par les philosophes est trompée par les charlatans. Et je crois qu'il faut se garder de cela. Je crois qu'après avoir dit ça, il y a quand même 2 ou 3 questions, mais vraiment ce sont des questions que je vais partager avec l'assistance. La première, c'est la question de l'éthique et de l'action politique. Je crois que sans éthique, l'action politique se ramène simplement à une compétition pour la lutte de pouvoir. Et c'est vider l'action politique de tout son sens et de ce qu'elle peut avoir de révolutionnaire au sens positif du terme que de la ramener à des guerres de positionnement et de conquête du pouvoir. Alors, la question qui est posée est celle de la légitimité. Et c'est une question difficile parce que vous avez très souvent à choisir entre une éthique de la conviction, nous allons au combat jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, ou une éthique de la responsabilité, qui est celle que l'on se pose et qui se pose sous la forme de ça, qui consiste à se poser la question de savoir quel est l'impact et quelle est notre responsabilité lorsque nous nous lançons dans l'action politique et quel est l'impact des décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas, des actions que nous menons ou que nous ne menons pas. Deuxième question, c'est à l'intention du professeur Louis. J'entends parler très souvent d'une justice forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire une justice forte? Quelles sont les relations entre la loi et la force, entre l'exécutif et le législatif, entre l'exécutif plutôt et le judiciaire? Je crois que c'est une question qu'il faut se poser parce que la loi sans la force est impuissante, mais la force sans la loi, elle est tyrannique. Et entre les deux, le choix n'est pas toujours facile. Il n'est pas facile de faire tenir les 2 bouts de la chaîne. Et qu'est-ce qui se passe? Très souvent, c'est la force qui finit par primer sur le droit. Et le droit, nous diront nos amis, le droit n'est souvent rien d'autre que l'expression d'un rapport de force, momentané, temporaire, provisoire. Et je crois qu'il faut se poser la question de savoir comment faire pour sortir de cette espèce de situation dans laquelle on est. Dernier point, c'est celui de la transmission. J'ai déjà évoqué le souci du tri qu'il convient d'opérer entre les valeurs soi-disant africaines et les autres. Je ne suis pas de ceux qui font de ce nationalisme un fonds de commerce. Je crois qu'il est aujourd'hui important, où que l'on soit, d'opérer un tri, parce que toutes les valeurs ne sont pas porteuses de progrès, elles ne sont certainement pas porteuses de démocratisation de nos sociétés, et toutes les valeurs ne peuvent pas être transmises parce qu'elles sont nées dans des contextes qui sont aujourd'hui obsolètes et ne préparent pas à la conquête de l'avenir, car l'avenir est par définition incertain. Et donc, tout ce qui décourage ou inhibe la capacité d'invention, la capacité d'exploration des futurs, me semble aller à contre-courant de l'histoire. Si l'on veut s'inscrire dans un mouvement dont Suleiman parle en termes d'insurrection, si on veut inciter les gens à oser s'insurger contre le présent et aller se laisser attirer par l'avenir, je crois qu'on ne peut pas accepter comme immuable un stock de valeurs dont on aurait hérité et qu'on pourrait transmettre tel quel à des générations dont on sait de manière certaine qu'elles vivront dans un univers qui n'est pas celui que nous connaissons. Je commencerai d'abord par féliciter le comité d'éthique
pour cette très belle initiative de parler de l'éthique qui est principalement un fondement de la société. Et je voudrais aussi féliciter nos différents conférenciers qui nous ont vraiment appris aujourd'hui que cette éthique est en crise. Nous sommes dans une crise d'éthique. Je voudrais donc moi surtout revenir sur l'éthique de transmission. Et je voudrais demander à notre conférencier, professeur Suleiman Bachir, de nous donner plus d'éclairage sur la complexité de l'éthique de transmission, surtout en ce qui concerne nos sociétés africaines et sénégalaises en particulier, qui sont caractérisées par l'oralité. Nous racontons nos histoires, nous transmettons nos histoires à travers l'oralité. Et si on voit que l'oralité est aussi empruntée de légendes, et on voudrait que cette légende-là aboutisse aussi à la moralité de la société. Alors si on se réfère à certains cas, vous allez au Fouta, vous avez le cas de Samba Gela Diégui, vous venez dans le cas de Lat Dior, vous avez le cas de Talata Hilaire, le cas de Anis Diatta, etc. Énormément donc de légendes. On ne sait pas quoi se fier. Et plus récemment encore, même si on travaille un peu plus scientifique, l'histoire générale du Sénégal, qui est une œuvre monumentale faite par le professeur Ibader Thiam, n'est-ce pas, est encore sujet à beaucoup de controverses. Alors je voudrais donc poser cette question à notre professeur Suleiman Diagne. Quelle est donc la valeur de la transmission, de la transmission historique chez nous? Merci. Je pense que si je devais remercier le comité éthique, je vais utiliser tout le temps de parole dont je dispose. Il faudrait que je le fasse jusqu'à la tombée du jour. Et c'est pour ça que, en les réunissant en bloc, je dis, je les remercie quand même. C'est court et ça dit ce que je voulais dire. Et je pense que je dois les remercier parce qu'ils réussissent, en cette veille de Gamou, à réunir tant de monde en une seule fois. Et ceux qui ne sont pas là et qui suivent à la télé, qui suivent également en ligne, qui auraient aimé être là, qui ne peuvent pas le faire, simplement qui sont pris, qui sont contraints d'être ailleurs et qui sont pourtant ici aujourd'hui. Et ceux qui sont là, qui ne partent pas. Personne ne part. La salle n'est pas vidée. Au fur et à mesure que la réunion se déroule, comme ça se fait quelquefois dans des colloques. Quand c'est trop long, les gens commencent à se filer les uns après les autres. Aujourd'hui, nous sommes tous là et nous resterons là. Ça montre le caractère fédérateur de ce genre de réunion, le caractère réussi de votre expérience que je tenais à souligner. C'est en cela que réside, que consiste mon remerciement. Surtout que la réunion est présidée par ma sœur Ramatoulaye, ancienne rectrice de l'université Iba Der Thiam, et elle sait ce qui me lie à Iba Der Thiam, que j'ai rejoint à la CDP Garabi, dont j'étais le porte-parole, ce qui a étonné beaucoup de gens qui me connaissaient en France. Quand je suis rentré, on m'a demandé pourquoi j'ai pu adhérer à la CDP.
Et la réponse était simple. J'ai dit, cet homme que vous voyez haranguer les foules, il est comme Saint-Just. Au moment de la révolution de 1789, il croit tout ce qu'il dit. Et s'il me trompe, c'est qu'il se trompe lui-même, c'est certain. Parce qu'il croit tout ce qu'il dit, cet homme est sincère, totalement sincère. Et c'est sur cette base-là que l'université Iba Der Thiam n'est que le njukkal qu'on lui rend et qu'on lui devait au Sénégal. Et donc, si tu l'as dirigé avec talent, avec compétence, je dis que ça suffisait pour que je sois là, en tout cas moi, à cette réunion, que personne ne quitte, que moi je n'aurais pas quitté de toute façon. Alors, Souleymane Bachir Diagne, il arrive qu'on nous confonde à cause du Diagne sans doute, du fait que nous pratiquons la philosophie, et à tort. À tort. Parce qu'on voit bien que ce dont tu es capable, c'est de réussir à m'émerveiller, alors que j'ai eu des professeurs de philosophie énormes. Je pensais que je ne pouvais plus être émerveillé, que je suis philosophe moi-même, et je suis émerveillé quand tu interviens, toujours. Je dois arrêter, sinon je ne terminerai pas mon propos. Alors que mon propos a été court finalement, il est très court parce qu'il consiste à vous parler d'un seul problème. C'est le problème qu'a soulevé Robert Badinter, ancien ministre de la Justice de Mitterrand, lorsqu'il a dit que la plus belle plaidoirie de l'histoire de l'humanité fut l'apologie de Socrate. Quand quelqu'un disait que les philosophes doivent être les premiers, c'est à cela que c'est dû. Les philosophes ont souffert d'une justice indépendante, d'une justice totalement injuste, parce que cette justice a été appliquée malheureusement au plus juste des hommes de son temps. Un homme condamné à mort, qui se s'est condamné à mort et qui, cette condamnation à mort, nous est narrée dans l'un des plus beaux gestes, l'un des plus beaux textes philosophiques, l'apologie de Socrate. Et ce même Badinter, c'est celui qui, une fois devenu ministre de la Justice, va faire abolir la peine de mort en France. L'abolition de la peine de mort, après qu'il ait écrit son ouvrage sur la justice française, sur la guillotine exactement, parce que l'ouvrage qu'il a écrit porte sur la couverture, la première page de couverture, la photo sinistre de cet instrument, cette guillotine. Couper un homme en deux, disait-il, un homme en deux, celui qui n'est que victime, qui n'est pas coupable, ou qui est à peine, dont on doute de la culpabilité, il dit, comment pouvez-vous faire cela qui est totalement injuste? Comment pouvez-vous produire cette injustice? La guillotine est rigoureusement impensable. Impensable parce que
n'agissant que sur la base d'une culpabilité dont on doute. Dès qu'il y a le doute, il y a bel et bien ce qu'on reconnaît à tout justiciable, les circonstances atténuantes ou la suspension du prononcé de la peine. Or, la guillotine est définitive, c'est une sanction qu'on ne peut pas corriger. Et nous sommes là devant une morale qui est peut-être une morale ouverte, s'opposant à la morale fermée dont parlait Bachir, cette morale fermée qui commence chez moi, dans ma maison, dans mon salon, avec mon petit-fils ayant son téléphone, qui s'isole pour manipuler et jouer à ses jeux favoris. Pendant que je regarde la télévision avec ma femme ici présente, ici on est encore ensemble, mais dès qu'on rentre, chacun va regarder l'émission qui l'intéresse. Et ceux qui viennent nous voir, c'est ça la démocratie, justement l'éclatement. Cet éclatement-là, c'est cela qu'on a appelé la tribalisation. Cette tribalisation, en fait, elle n'est pas seulement globale, cette tribalisation, elle est dans nos maisons, dans tous les coins de nos maisons, où chacun s'isole pour pouvoir mieux savourer la démocratie, justement. Et je vais devoir arrêter là, parce que sinon, ça risque d'aller loin. Ça risque d'aller loin. Mais en tout cas, sur la question de la transmission, là, c'est à moi-même de poser la question à partir. J'aurais pu y répondre de mon point de vue concernant les sociétés de l'oralité. Nous disons ici, il a une problématique de la transition qu'il a analysée philosophiquement, et à un autre point de vue, je lui transmets cette question avec voilà. D'abord, pour me réjouir de retrouver mon ami et frère, le professeur Souleymane Bachir Diagne, je dis retrouver, parce que on passe des moments plus ou moins longs sans nous voir ou sans nous attendre, mais je crois qu'il se défend, et à juste raison, de nous avoir quittés. J'ai souvent entendu dire qu'en fait, il a toujours été présent dans nos activités, notamment au niveau universitaire. Donc, bien qu'il soit parti, il est toujours là, il est toujours avec nous. Ça, c'est une constante qu'on a toujours tous vérifiée. L'éthique a été essentiellement conceptualisée, traitée, étudiée par les philosophes. Depuis les stoïciens, les Spinoza, Aristote, Bergson, il y a cité de Chardin, Kant, etc., etc. Ils ont des approches pas divergentes, mais différentes. Et souvent, le dénominateur commun de toutes leurs approches, c'est de faire en sorte que l'éthique aide l'humanité à faire ce qui est bien. Et j'ai encore en mémoire la conférence inaugurale à laquelle je faisais référence au départ, de feu le juge, le président Kéba Mbaye. Et il disait effectivement que cette approche de philosophe, c'est bien, mais il faut aussi que nous puissions rapporter ou ramener l'éthique à notre vécu quotidien en tant que Sénégalais, dans le contexte de notre pays. Et de ce point de vue, nous constatons tous qu'il y a quand même de plus en plus beaucoup de dérives dans le comportement des Sénégalais. Que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau de l'encombrement dans nos rues, nos trottoirs, etc. Que ce soit au niveau de la pollution de l'air que nous respirons, des écarts dans la circulation. Je crois que tout le monde observe en tout cas que de plus en plus il y a des problèmes de difficultés. Et je voulais juste à ce propos informer que l'Académie, avec
la Société des Amis de l'Académie, dont le président et le secrétaire général sont là, nous avons quand même pensé qu'il était bon que nous consacrions du moment, du temps à réfléchir sur cette problématique de dérive du comportement de l'homme sénégalais. Et de ce point de vue, je pense que la présentation du professeur Souleymane Bassirou Diagne est très édifiante. Et je lui lance un appel, en même temps que nos amis de la Société des Amis, qu'au moins l'introduction, une conférence inaugurale puisse être faite à ce moment. Il y a une note conceptuelle qui est déjà en circulation. Je pense que ceux qui ne l'ont pas, nous allons pouvoir, avec l'appui de la section des sciences sociales et humaines, vous l'envoyer pour que nous puissions l'enrichir et qu'ensemble nous fassions vraiment une excellente présentation pour édifier aussi sur ce comportement de nos concitoyens. J'ai quelques petites questions. On sait très bien que dans le domaine de la santé, l'éthique a encore beaucoup de chemin. Le CSN a parlé un peu de la procréation, mais il y a aussi le côté inverse, les interruptions volontaires de grossesse. Il y a une forte interpellation de l'éthique. Et quand mon frère et ami parle aussi de juristes positivistes, j'entends le mot positiviste, moi je dis, bon, donc ça veut dire qu'il y a aussi des juristes négativistes. Alors c'est pour ça que je voudrais bien qu'il nous éclaire de ce point de vue. Voilà, c'est un peu ça que je voulais simplement dire, en attendant donc de passer la parole à chacun de nos brillants intervenants, et dans l'ordre de présentation, professeur Souleymane Bassirou Diagne. Évidemment, le temps ne permet pas de faire un commentaire sur tous les commentaires. Je vais simplement essayer d'aller très vite en prenant quelques points. Merci infiniment, cher grand frère Balla Moussa. Sur la question des interrogations, c'est vrai que les philosophes ont davantage tendance à poser des questions et des questions interminables plutôt qu'à essayer de donner des solutions. On dit toujours que quand un philosophe répond à votre question, vous ne savez plus quelle question vous aviez posée. Mais il est important de poser un certain nombre de questions, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de se demander dans quel monde nous vivons aujourd'hui pour que les crimes de guerre soient devenus d'une telle banalité. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et il faut pouvoir poser cette question-là. À longueur de journée, les horreurs, les pires horreurs s'affichent sur nos télévisions, et on a du mal à le croire. L'ordre international qui tenait tant bien que mal s'est défait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette sorte de résurgence des identitarismes et ce que nous voyons se passer sous nos yeux. Et ça impose d'essayer de penser, comme le disait mon ami Sissoko tout à l'heure, de penser la totalité. On ne peut pas simplement s'enfermer dans son village et dire « moi je vais penser mon village, mes traditions, voici ce que nos grands-parents ont dit, etc. etc. » C'est important. Mais il faut se donner la totalité du monde à penser, et c'est d'ailleurs la meilleure manière de revenir à soi pour comprendre sa propre place et ses propres interrogations à l'intérieur de cette humanité. Il y a beaucoup de traditions, pas seulement les nôtres, mais beaucoup de traditions ont essayé de penser une guerre juste. À quelles conditions est-ce qu'il est juste de déclarer la guerre? Et à l'intérieur même de la guerre, de faire en sorte que la guerre soit la plus humaine possible. En ayant un droit de la guerre, je parle sous le contrôle d'Ibrahim Ly. Il y a un droit de la guerre, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'affamer les gens ou de les assoiffer, etc. Et donc, voilà le genre de questions que j'ai essayé de poser. En effet, tu as 1000 fois raison, cher grand frère, et je te remercie infiniment d'être venu de notre belle Casamance et d'être venu de Sédhiou. Je suis heureux de te voir. Amadou Guiro, je suis d'accord avec toi. C'est important, en effet, de s'interroger déjà sur notre propre espace, les valeurs de l'université. J'ai travaillé jusqu'à une date récente, maintenant je suis éméritus. Columbia m'a nommé éméritus, c'est le meilleur moyen de me garder là, parce que ça signifie que j'appartiens encore à Columbia et que je ne vais pas simplement rentrer chez moi en coupant les ponts. Mais j'avais jamais l'intention de couper les ponts de toute façon, mais mes routes sont ici et alhamdulillah, je rentre à la maison. Mais dans cette université,
à intervalles réguliers, pratiquement chaque année, je suis des cours de déontologie sur écran. Je réponds à des questions aussi bêtes que si je reçois dans mon bureau pour parler une jeune fille, comment est-ce que je me comporte, comme ça. Et ça, on s'habitue tellement à cela qu'en effet, on a le sentiment d'être toujours sous la surveillance d'un certain nombre de règles éthiques qui sont édictées. Et je crois que toutes les professions ont cela. C'est la transformation de l'éthique en déontologie. Je crois pouvoir dire que la déontologie, c'est un peu l'éthique appliquée à tel ou tel secteur d'activité, mais tu as raison de dire que c'est très important. Alors, rapidement aussi, je suis heureux, mon cher Maguey, évidemment, tu t'en doutais, que tu aies évoqué l'ordre dominant. Le grand principe de la force, des forces de dissociation. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Teilhard de Chardin, c'était aggravé mon cas, mais effectivement, il parle de la force de dissociation qu'est le capitalisme. Le capitalisme n'est pas fait pour justement aller dans le sens de ces forces d'unification. Le capitalisme, la définition du capitalisme, c'est celle que donne cet acteur magnifique dans Le Loup de Wall Street quand il dit « greed is good ». Comment on dit greed? La voracité, le désir de toujours plus et le désir de domination est bien. Parce que c'est le principe du capitalisme. Nous le voyons aujourd'hui, l'idéal du capitalisme, c'est le retour au 19e siècle. C'est-à-dire que tout ce qui était conquête sociale, c'est en train d'être laminé par ces milliardaires qui dominent le monde aujourd'hui et qui nous disent qu'en effet, l'empathie, c'est une faiblesse. Et ça, c'est important de le rappeler. Et quand Faust se dit que l'amour de soi est d'abord pour cultiver ensuite l'amour de l'autre, il y a ce débat qu'il y a eu entre l'extrême droite américaine et le pape François pour parler d'éthique. Comprenant la fameuse formule chrétienne, ordo amoris. Ordo amoris, l'ordre d'amour. Alors maintenant, en plus, je parle le latin, je crois vraiment que mon cas est désespéré. Occidentaliser les élites, occidentaliser. Eh bien, ordo amoris, ça veut dire se dire, je vais d'abord aimer ma famille, mon clan, mon village, mon pays, etc. Et s'il en reste, si j'ai encore l'énergie d'aimer, j'irai peut-être jusqu'à l'humanité. Et c'était ça l'interprétation par l'extrême droite, parce que ça va très bien avec ce principe du capitalisme. Et le pape François a dit non. Et c'est quand même lui le gardien de la doctrine catholique. Il doit savoir mieux que J.D. Vance, le vice-président américain. Il dit non. Le principe d'humanité est un principe premier. On aime l'humanité. Et on aime tous les éléments intermédiaires à travers l'humain. Et ça, c'est important. Et de citer aussi, sur ce plan-là, un homme éminent comme le pape qui nous a quittés, et tout ce qu'il a fait pour l'éthique. Et je rappelle que le pape n'est peut-être pas dans les traditions africaines, mais il est dans la tradition d'un nombre important de catholiques sur le continent africain. Et donc, il est africain de ce point de vue-là. Alors, penser la totalité, c'est important, et il faut en revenir à cela. Il y a un ordre des questions qu'il faut poser. Quand quelqu'un a fait une présentation et qu'on raconte, par exemple, la présentation en question, on dira de quoi a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il en a dit? Comment a-t-il argumenté? Et ensuite seulement, et à la fin, qui a-t-il cité? Parce que ceux que l'on cite sont appelés par l'argument et sont appelés par ceux dont on parle dans une présentation et dans une discussion en disant « je vais citer tel ou tel ». C'est-à-dire que je comprends que chacun de nous a une espèce de panthéon constitué et des héros, mais je ne parle pas forcément de mon panthéon et de mes héros, je parle d'abord d'un sujet, et si le sujet fait que je dois citer un tel, ce un tel apparaîtra dans mon propos. Dans ce cas précis, je rappelle que ma question n'était pas de prêcher un type d'éthique. Je ne dis pas, voici ce qu'il faut faire pour être éthique. Ma question était, quelles sont les conditions de possibilité de la transmission
dans l'état de crise où vit le monde. Par conséquent, il me fallait penser la totalité du monde, les crises dans le monde, la guerre à Gaza, le conflit du capitalisme que tu as évoqué, Magaye, etc. Et dans ce cas-là, évidemment, les traditions qui sont les nôtres, qui sont des traditions fortes en éthique, n'avaient pas de raison d'être dans mon propos. Mais si on me demande maintenant, de manière positive, et c'est ce que me pose la question que m'a posée le colonel Sarré, je le remercie. Qu'en est-il de cette transmission et comment est-ce qu'on doit transmettre une disposition éthique chez les jeunes? Je dis une disposition parce qu'on ne va pas les endoctriner, on ne va pas leur dire « je vais vous enseigner le job, le kersa, le mougne et toutes les valeurs traditionnelles que nous disons dans nos langues et qui sont des valeurs très fortes. » Parce que toujours la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on enseigne la vertu? Celui qui a pris dans ma poche hier, pendant que j'étais occupé à parler du président Abdou Diouf, mon portable, je suis sûr que si je lui disais que voler n'est pas bien, il serait tout à fait d'accord avec moi. Et cette personne-là, probablement, le vendredi, va à la mosquée, etc. Ça veut dire donc, encore une fois, qu'il faut pouvoir enseigner une disposition éthique. Et comment est-ce qu'on enseigne une disposition éthique? Qu'est-ce que c'est l'éthique, par exemple, sur laquelle nous devons vivre? Si on me pose la question et on me demande de sortir quelque chose de positif, je dirais que l'éthique musulmane, en tout cas, qui est la nôtre majoritairement, et là j'ai bien conscience que certains traditionnistes estiment que l'islam, ma foi, c'est encore pas vraiment nos valeurs africaines. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une conférence, moi j'étais en ligne heureusement, où après avoir expliqué des notions de philosophie islamique, un grand nationaliste panafricaniste, je crois, a levé le doigt et a dit « Vous savez, l'islam, ce n'est pas africain. » Je lui dis « Vous venez de vider le continent africain de 2/3 de sa population, à peu près. Je ne sais pas trop ce qui reste. Mais enfin, l'éthique selon laquelle nous vivons, je dirais, c'est une éthique de zulmun nafs. Zulmun nafs, ça veut dire que je fais du tort à mon âme. Enseigner à quelqu'un l'éthique, il est probablement mieux, plutôt que de lui sériner un certain nombre de valeurs en lui disant tu vas avoir la valeur A, B, C, D, etc., de lui dire tu vas essayer de comprendre que chaque fois que tu fais du mal, tu diminues ton être. C'est-à-dire que tu te fais du mal à toi-même. C'est ça, Zulmun Nafs. L'une des premières prières formulées par les humains dans le grand récit coranique, évidemment, une fois qu'ils ont été jetés sur terre, l'une des premières prières, c'était « Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin » Mon Dieu, nous avons fait du tort à nos âmes et si tu ne nous prends pas en pitié et nous pardonnes, nous serions les perdants. Ils ne disent pas nous avons commis une turpitude, ils disent nous avons fait du mal à nos âmes, nous nous sommes diminués. L'être que nous étions est devenu maintenant un être incomplet. Nous étions réunis dans la totalité, au moment où nous étions dans ta proximité, réunis avec nous-mêmes, nous coïncidions avec nous-mêmes, nous avons perdu la coïncidence avec nous-mêmes. Nous sommes entrés dans la fragmentation et maintenant, hors de la fragmentation, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de retrouver l'unité première. C'est ça qui était le soubassement, en fait, de ma réflexion sur le fait que l'éthique, c'est d'abord la réunification de ce qui a été fragmenté. Mais comme je ne prêchais pas, je n'ai pas parlé de cela. Mais c'est cela qu'il faut enseigner. Enseigner que, ultimement, tout ce que tu fais de mal, tu te le fais à toi-même. Ça veut dire que, à ce moment-là, vous armez le jeune pour qu'il puisse affronter des situations qui ne sont pas des situations que vous connaissez. Chaque fois qu'il se trouvera devant, justement, dans cette éthique du futur, précisément, dans des situations qui sont des situations sans précédent, il se dira, qu'est-ce que cela veut dire pour moi, dans la situation présente, faire du tort à mon âme, c'est-à-dire me diminuer, perdre la coïncidence que je dois avoir avec moi-même. Enseigner cela n'est pas simple. Et la meilleure manière de l'enseigner, encore une fois, c'est l'exemple. Et la question de l'exemple me mène à ce que
à l'intervention, et je vais terminer par là pour laisser mes collègues répondre à leurs questions aussi, cette question de l'exemple me mène à Mamoussé. On apprend toujours en regardant les autres. Et ma grande chance quand je suis arrivé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'étais extrêmement jeune, j'avais à peu près l'âge de mes étudiants, c'était d'avoir eu dans le département qui était le mien des grands frères comme Mamoussé, d'avoir trouvé d'abord un oncle comme Alassane Ndao et d'avoir trouvé mon oncle, puisque c'est mon oncle, c'est le cousin de ma mère, Ablaye Eliman Kane, et d'avoir eu des grands frères comme Mamoussé. Et j'ai appris en les regardant, en vivant avec eux et en bénéficiant de leur encadrement, j'ai appris mon métier d'enseigner. J'ai appris à discipliner ma passion pour la philosophie en une pédagogie et j'ai appris également ce que voulait dire la filia, cette sorte de climat de bienveillance à l'intérieur duquel on développe une réflexion. Et c'est cette filia qui vient de s'exprimer dans le propos de Mamoussé. Et je voulais l'en remercier et faire en sorte que mes derniers mots d'intervention soient pour te dire, Mamoussé, à quel point tu as mon admiration et mon immense, immense affection. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, décidément, la philosophie nous aide toujours à voir un peu plus clair. Donc, moi, j'ai regardé l'éthique par la petite lunette de la recherche et de l'innovation. Et je pense qu'il y a quelques questions qui ont été soulevées dans ça. D'abord, le doyen Abdourahmane Dia, qui a posé un cas. Et dans ce cas-là, mais également aussi le professeur Magaï Kassé, qui a parlé de l'euthanasie. Quelle doit être la position éthique dans l'euthanasie? Quelle doit être la position éthique du praticien médical, dans le cas que Ardo a souligné? Je pense que dans tous ces cas, dans toutes ces situations, il y a, disons, une confrontation entre, disons, le respect de la dignité de la personne, son autonomie, ce que cette personne désire vraiment faire de sa vie. Et en face, il y a la déontologie. Vous avez dit tout à l'heure, déontologie du professionnel de santé, qui doit, disons, obéir à certaines règles, mais également qui a ses sentiments personnels. Et dans ce croisement-là, je pense qu'il y a des choix à faire. Dans le cas du premier cas de Ardo Dia, qu'est-ce qu'on doit faire, le médecin, face à cette situation? Est-ce qu'il doit obéir à son devoir de porter assistance à une personne en danger? Ou bien est-ce qu'il doit respecter la vie ou la dignité de cette personne? Donc c'est là où on dit qu'il faut mettre la balance entre les risques et les bénéfices, les risques potentiels et les bénéfices. Donc il n'y a pas de, disons, de choix dicté d'emblée. Donc c'est au bout d'une réflexion qu'on arrive à ça. De la même façon dans l'euthanasie, donc cette question ne se pose pas encore dans notre société, pour la majorité, hein, parce que nous sommes dans une société qui est en majorité musulmane. Et vous savez que dans la religion musulmane, on n'a pas le droit, hein, d'enlever la vie de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il s'agit de suicide assisté? Dans ce cas-là, le médecin doit aider, accompagner le malade. Et libre au malade maintenant de s'administrer le produit. Mais quant au geste même de pratiquer l'euthanasie, je pense que dans nos sociétés, nous n'en sommes pas encore là. Il y a aussi la question de la procréation médicalement assistée. Donc là, il y a une réflexion qui a été menée au niveau de l'UNESCO, dans le comité international de bioéthique. On parle d'éthique et même de nouvelle parentalité. Parce que maintenant, il y a une nouvelle parentalité qui ce n'est plus l'homme et la femme. On a maintenant des familles, toutes sortes de combinaisons possibles. Donc ça aussi, je pense que tout à l'heure, vous soulignez que les oppositions entre éthique et droit, et je pense que nous sommes dans un processus
dans le processus décisionnel, je pense qu'il y a ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit le faire conformément à l'éthique? Et si on ne le fait pas conformément à l'éthique, qu'est-ce qu'en dit le droit? Est-ce qu'il y a des sanctions par rapport à ça? Je pense que ce sont des interrogations qu'on doit se poser. Mais il n'y a pas de réponse bien précise. Donc, à chacun le choix de prendre sa décision, surtout en ce qui concerne la responsabilité médicale. Mais derrière tout ça, je l'ai souligné tout à l'heure, il y a aussi l'implication de la société. Donc, au-delà même de la réflexion individuelle, il y a la réflexion sociétale qui nous permettra peut-être d'avoir une idée de ces questions. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Président. Je voudrais à mon tour remercier tous les intervenants qui ont apporté des clarifications. Je dois dire que c'est la première session, la première activité du comité d'éthique. Je pense que certains ont proposé de poursuivre la réflexion, on va le faire. Alors, je voudrais commencer par le doyen Amadou Wagué. Je partage tout à fait votre point de vue, effectivement. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique, c'est vrai. L'objet des panels, c'était juste de donner des cas, des rampes de lancement pour faire la discussion. On a commencé et j'ose croire qu'avec la proposition de la présidente Rokhaya Sène, on mettra en place des programmes, des thématiques de recherche. Je pense que le comité d'éthique sera favorable à cette initiative pour qu'on puisse voir comment réfléchir sur toutes ces thématiques en matière de santé, toutes ces appropriations et ces aspects très techniques. Alors, sur le plan juridique, je commence par le président. Les positivistes en droit, ce sont ceux qui défendent la conception du droit positif, le droit en vigueur. C'est ça le positivisme. Positivisme juridique, ce sont les théoriciens du droit, professeurs, penseurs, étudiants, qui mettent l'accent sur l'importance du droit qui est en vigueur. La Constitution, la loi, les décrets, les arrêtés. En fait, ces juristes-là sont opposés à ce qu'on appelle la pratique, les bonnes pratiques, les coutumes et les traditions. Ils considèrent que la coutume n'est pas écrite et ils ont raison. Les coutumes, c'est un ensemble de pratiques. Il y a l'élément matériel et l'élément psychologique. On croit obéir à une règle, mais la règle n'est pas écrite. Pourtant, c'est très vivace et c'est très important. Donc, les positivistes, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que dans mon propos de tout à l'heure, j'ai fait allusion un peu aux juristes de droit positif par opposition aux autres juristes. Alors, sur la question de la justice forte, M. Alioune Sall, tout à fait, votre question, elle est, à mon avis, elle rejoint même celle de Magueye Kassé, parce que Magueye parle du fait que le système économique dominant empêche l'émergence de l'éthique. À mon avis, il y a un lien très important avec la justice forte. Et la phrase que vous citez, elle est tout à fait réelle. Parce que la force sans la loi est tyrannique. Et la loi sans la force est impuissante. Il faut donc qu'on puisse trouver le juste milieu. Et ce juste milieu, c'est toute la difficulté que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que nous constatons dans l'actualité? Le professeur Suleiman Bachidjan a donné plusieurs exemples. Gaza, on oublie même la guerre du Soudan. Personne ne s'intéresse à la guerre du Soudan. Voilà. Ça, c'est un problème éthique. On se préoccupe de l'Ukraine, on se préoccupe de Gaza, c'est vrai, mais le Soudan, on en parle peu. Qu'est-ce qui est bien? Ou est-ce qu'il y a de moins bien et de plus bien? Voilà un peu. Donc, je pense que la réflexion doit se poursuivre à ce niveau. Le système économique dominant, on le connaît, c'est les Occidentaux, c'est eux qui définissent les règles. Et malheureusement, et Magueye a raison, ça empêche l'émergence de l'éthique parce que l'éthique empêche les grands décideurs de ce monde de continuer leur politique. Je pense que donc les réflexions doivent se poursuivre pour qu'on puisse faire une relation étroite entre l'éthique et le droit pour développer quand même des normes qui puissent être utiles dans les différents secteurs que nous avons identifiés. Aram Ndoye Keita, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, elle a posé des questions sur les codes d'éthique
les sources de l'éthique et la codification. Je ne sais pas si elle pense au processus de codification, qui est tout simplement la mise en place de normes éparses dans un seul corpus juridique. C'est ainsi que si vous regardez les pays qui ont un code de la santé, par exemple, c'est une sorte de conglomérat avec différents secteurs. Il y a des secteurs de la santé, c'est comme des chapitres qui sont reproduits dans un recueil global, et on appelle tout ça processus de codification. Je pense que c'est des éléments importants qu'on peut essayer de développer. Voilà, je crois. Alors, il y a une question, je ne me souviens plus exactement, c'est professeur Abderrahmane Dia, vous m'avez posé une question, mais je m'excuse, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas si la question concerne le droit. Éthique et économie. Éthique et économie. Mais, malheureusement, je ne suis pas économicien, mais on en reparlera. Merci, Monsieur le Président. Chers distingués conférenciers, conférencières, loin de moi l'idée de synthétiser, ou même de faire un temps soit peu une petite économie de débat aussi riche, ayant suivi des présentations aussi magistrales. Je voulais simplement dire que nous nous accordons sur le fait que, sous des prismes différents, nos bien conférenciers nous ont entretenu les différentes facettes de l'éthique. D'abord le philosophe, l'éthique de la transmission, qui nous invite à réfléchir sur les dérives de l'humanité, sur la manière de partager les savoirs, les valeurs et les expériences, tout en tenant compte de ce qui doit prévaloir pour le bien des générations actuelles et futures. C'est caricatural. Mais c'est un essai qu'un agricole ou agroalimentaire essaie de faire lorsque les philosophes interviennent. Ensuite, le médecin, sur l'éthique de la recherche, qui questionne la responsabilité des chercheurs dans la production et l'utilisation des connaissances face aux enjeux de vérité, d'intégrité et d'impact social, avec le respect de la dignité et de la vie privée des populations, surtout des populations défavorisées, et également maintenant de plus en plus avec des préoccupations du bien-être animal et aussi au niveau environnemental. Enfin, le juriste sur l'éthique et le droit, tout en marquant la différence, mais aussi en notant la complémentarité de ces deux notions, qui interroge le dialogue entre les règles juridiques et les principes moraux, afin de mieux comprendre comment encadrer nos pratiques dans une société en quête de justice et de cohésion comme source normative pour garantir l'ordre et la sécurité. Encore une fois, en caricaturant. Alors, cette très belle présentation a suscité un débat d'une grande richesse, et à la lumière de tout ce qui a été dit, il apparaît que l'éthique va bien au-delà d'une notion philosophique, mais doit être un acte d'appel à la conscience nationale pour lui redonner sa place centrale au cœur du développement et de la cohésion de notre pays, notamment pour encadrer la recherche et éclairer le rapport entre la morale et le droit. Et de ce point de vue, il convient de retenir que l'éthique est multidimensionnelle, multidisciplinaire naturellement, actuelle mais aussi universelle. Et avec l'éducation, surtout civique, et autres, et aussi le travail, l'éthique donc doit constituer le trépied majeur de notre développement. Et de ce point de vue, le professeur Guiraud a raison de dire que nous devons penser vraiment à l'inclure dans nos enseignements, même au niveau
primaire, pas au niveau le plus bas. L'éthique doit guider toutes les sphères de la société. Et il est urgent de combattre donc toutes les dérives, la corruption dont on a parlé, et pour l'instauration d'un système fondé sur le mérite, la probité et le travail. Cela est possible car les Sénégalais, les Africains en général, nous avons des repères éthiques très solides dans notre tradition, notamment à travers les enseignements de Cheikh Souleymane Baal, par exemple, mais aussi de l'Hadji Makhtar, notre sultan, Cheikh Amadou Bamba, de l'Hadji Malick Sy et de l'Hadji Ibrahima Niass, de Seydina Limamou Laye. On est à la veille de Gamou. Toutes ces références-là méritent d'être citées lorsqu'on parle, lorsqu'on interpelle, lorsqu'on questionne la question de l'éthique. Et c'est avec cette lueur d'espoir que je voudrais féliciter nos éminents conférenciers et exprimer également toute notre gratitude à tous les participants que vous êtes, qui ont permis à cette table ronde de connaître un grand succès. Vous êtes tous restés l'essentiel avec non seulement la quantité, le nombre, parce que c'est un record, mais également la qualité des participants. Je crois que qui mérite d'être soulevé. Ambassadeurs, ministres, députés, généraux, colonels de l'armée, etc., etc. Donc je pense que tous ici ont montré par leur présence vraiment tout l'intérêt, non seulement qu'ils accordent à l'éthique, mais tout l'intérêt que l'Académie doit vraiment, encore une fois, conforter son ambition de faire de l'éthique un des éléments moteurs de son action. En vous donnant rendez-vous donc à la prochaine séance d'animation scientifique de l'Académie, et au nom du président, Dr Mokhtar Touré, du bureau, dont les présidents de section sont tous là, le professeur Nina Sissé, le professeur Cheikh Bekay Gaye, bien sûr Ibrahim Ly, et moi-même, plus les éminents membres de nos différentes sections et commissions. Je crois que nous sommes tous très heureux de vous avoir reçu cet après-midi, d'avoir partagé, échangé avec vous sur ces thématiques de grande importance pour nous-mêmes ici, mais également pour notre pays et notre continent. Donc je voulais encore une fois, au nom de tous, vous remercier très sincèrement et vous donner donc rendez-vous à la prochaine rencontre. J'ai reçu un message qu'il y a un certain Aboudien, je parle, je ne sais pas où il est, mais je pense que nous allons nous voir après. Il souhaiterait juste envoyer faire un message à la NSS. Mais je suggère que nous puissions en parler après. Merci encore à tous et donc à bientôt, Inch'Allah.